Merci beaucoup, merci à Mathias Girel et puis aux organisateurs pour cette invitation. Doublement merci d'ailleurs à Mathias, puisque nous avions reçu un petit message nous disant qu'il fallait absolument faire une copie de sauvegarde en PDF de notre présentation. Ce que je n'avais jamais fait de ma vie, je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai suivi. Et ce matin, j'étais très content quand j'ai découvert que je n'avais pas pris ma présentation, mais qu'il me restait ma copie de sauvegarde. Donc voici ma copie de sauvegarde. Alors l'inconvénient, c'est que je n'ai pas pu changer le fond et j'ai vu que c'était assez clair. Donc je vous demanderai de me faire confiance de temps en temps. Et puis l'autre inconvénient, c'est que vous ne verrez pas mes magnifiques animations que j'avais pourtant mis un réel plaisir à trouver. Mais je vous rassure, je n'ai pas empilé 15 images les unes sur les autres, donc je ne vous demanderai pas de faire d'efforts extraordinaires d'imagination. Donc je suis, moi, en psychologie sociale et je m'intéresse plus particulièrement aux théories du complot, aux théories complotistes. Depuis un certain temps, je coordonne un projet ANR sur cette thématique-là. Je vais vous parler effectivement de l'éducation. Alors, je vais le prendre sous un angle un peu particulier de ma discipline, puisque ce qui va m'intéresser, moi, ce matin, c'est une réflexion sur le lien entre l'adhésion et la transmission, entre l'adhésion réelle à ces infox en tout genre, donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus, les théories complotistes et puis les rumeurs, et leur diffusion, leur transmission. Parce que dans ma discipline, en psycho, on a souvent tendance à considérer que quand on transmet, c'est qu'on adhère. Et je voudrais revenir sur cette question-là et sur les conséquences. Alors pour introduire ce propos-là et puis les réflexions que je voudrais vous proposer ce matin, quelques éléments sur une enquête que nous avons lancée, que je coordonne au niveau européen, sur les croyances chez les futurs enseignants. Je travaille beaucoup donc, dans le domaine de l'école. Le projet ANR que je coordonne porte sur la lutte contre la diffusion des théories du complot, essentiellement dans le cadre de l'école. Et donc nous avons décidé, là, il y a quelques semaines, d'interroger les futurs profs, les futurs enseignants, les futures enseignantes. Pour ce faire, nous avons sélectionné 8 pays européens, donc l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Grèce et la Norvège, pour lesquels nous avons fait passer, et nous sommes encore en train de faire passer un questionnaire. C'est pour ça que vous n'aurez pas exactement tous les résultats. Je fais un petit peu de teasing pour quand nous les aurons. Et cette enquête, elle est composée de différentes échelles, de différentes mesures. Nous mesurons notamment ce qu'on appelle la mentalité complotiste des futurs profs de ces pays-là. Pour mesurer cette mentalité complotiste, on dispose en psychologie sociale de différentes échelles. Nous avons utilisé une échelle assez classique qui est la GCBS de Brotherton. Je ne sais pas si vous arrivez très bien à lire, mais qui est une échelle de 2013, qui est une échelle qui est composée de 15 items, de 15 questions, qui vont servir à mesurer non pas l'adhésion à des théories du complot spécifiques, genre les Didi, la Lune, des choses comme ça, mais à ce qu'on appelle une mentalité complotiste, une vision complotiste du monde. Donc là, on sera plus sur des items ou des questions qui portent sur, je sais pas, le poids des lobbies pharmaceutiques, par exemple, ou le fait que les gouvernements entretiennent ou renversent des dictatures, des choses comme ça. Donc cette échelle a un avantage, c'est qu'on se situe vraiment sur un continuum, qu'on n'a pas d'un côté les pires complotistes du monde et puis de l'autre côté nous, mais qu'en fait on est plus ou moins complotiste, on a une manière plus ou moins déformée de voir le monde et de suspecter des complots à son propos. Outre cette mesure, il y avait, je passe un peu rapidement, mais une échelle d'adhésion à une liste de 9 théories du complot qu'on avait prétestées comme étant 3 complots dits de droite, 3 complots dits de gauche et 3 complots neutres. Notre hypothèse derrière étant de voir si les futurs profs étaient plus sensibles à des théories complotistes plus à gauche ou plus à droite. Enfin, j'ai ma petite idée sur la question. Un questionnaire d'auto-perception de l'objectivité, de l'importance de la rationalité. Oui, je suis en psycho, il faut bien mettre des processus cognitifs dedans. Une échelle d'identification au groupe, à quel point nos différents profs se sentent français, se sentent belges, se sentent norvégiens.
Et puis, et c'est ça que je voudrais reprendre avec vous ce matin là, pour commencer ma réflexion, une question qui portait sur l'évaluation de la perception d'un élève complotiste. Et je voudrais vous montrer juste les résultats pour la France, parce que pour les autres pays, il faut faire les traductions, donc c'est en cours. J'avais un peu surestimé notre capacité d'avancer dans ce projet avant cette date du colloque. Donc je vais juste vous présenter donc, les résultats pour une partie de la France, on ne les avait pas tous quand je l'ai fait. Donc la question, elle était simple, hein, veuillez maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien, veuillez maintenant nous donner les 4 mots, expressions ou sentiments qui vous viennent immédiatement et spontanément à l'esprit lorsqu'on vous dit élève complotiste. Donc voilà. On a demandé ça à des profs, des futurs profs, des écoles ou lycées et collèges. Quand on vous dit élève complotiste, à quoi vous pensez? Donnez-nous les 4 mots. On avait, quand j'ai arrêté le recueil ici, enfin quand j'ai arrêté l'analyse, on avait 308 participants français. On a essayé de l'échantillon, je vous le fais rapidement, mais pour essayer d'avoir autant de PE que de PLC, dans les PLC d'avoir une répartition sur les grandes thématiques, d'avoir des profs plutôt dans des petites villes, dans des grandes villes, bref, je vais assez rapidement. Nous avons obtenu 1227 réponses, dont 1056 sans APAX. Et vous voyez dans la colonne de droite, très rapidement, les premiers termes qui sont ressortis, ceux qui sont le plus partagés. Quand on dit un élève complotiste, eh bien pour ses futurs profs, on pense à influençable, on pense à théorie du complot, donc ça c'est de la définition, hein, complotiste égale théorie du complot, c'est déjà bien, ils ont compris. On pense à Internet, on en parlait tout à l'heure, on pense à malveillant, à éducation, mais aussi à naïveté, à désinformation, à ignorance. Bon, alors, on pourrait dire plein de choses sur ces éléments descriptifs, mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est d'essayer de lier ça avec les variables que j'avais également récoltées. Et pour ce faire, j'ai réalisé une analyse factorielle des correspondances pour essayer de voir comment cet univers socio-représentationnel s'inscrivait par rapport à 3 variables que sont, le niveau de complotisme. Donc, j'ai créé 2 groupes, pour aller vite, hein, ceux qui ont un fort degré de complotisme et ceux qui ont un faible degré de complotisme. Oui, juste pour préciser, hein, sur mes 300 participants là, de l'époque en France, on a une jolie loi normale, c'est-à-dire que les futurs profs ne sont pas moins complotistes que le reste de la population française. Ils ne le sont pas plus non plus, voilà, mais globalement, il y a des complotistes et puis des moins complotistes. Et donc, j'ai créé deux groupes, ceux qui sont fortement complotistes, ceux qui sont faiblement complotistes, via donc, le score à l'échelle que j'ai évoquée précédemment. Autre variable retenue, c'est le type d'enseignant, PE ou PLC, donc professeur des écoles ou professeur des lycées et collèges, puisqu'on peut supposer, enfin je supposais que ça pouvait avoir une influence dans la perception d'un élève complotiste. Un futur prof des écoles qui va avoir des CP, je ne suis pas certain que le complotisme de ces élèves soit une préoccupation extraordinaire. Par contre, un prof d'histoire géo qui va avoir à traiter de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le complotisme, il risque d'y être confronté bien plus fortement. Et puis le genre également. Alors voici les résultats. Donc, je suis désolé, comme je n'ai pas la version originale de ma présentation, je n'ai pas pu changer le fond pour que ce soit plus lisible. Voici donc les résultats de cette analyse factorielle des correspondances, où on voit bien que les variables que j'ai évoquées sont des variables qui structurent très très fortement la représentation que les futurs profs se font d'un élève complotiste. Pourquoi je dis très fortement? Parce que je vous donne une petite clé de lecture sur cette AFC. Ce qui se trouve en gras, je ne sais pas si on voit bien, oui. Ce qui se trouve en gras, c'est ce qui participe à l'axe 1. Donc l'axe 1, c'est l'axe horizontal. Ce sont les mots ou les variables qui participent à cet axe-là. Et ce qui est en italique, c'est ce qui participe, j'ai fait une petite erreur, à l'axe 2. Il devrait y avoir 2 tout en haut. Et évidemment, vous aurez compris que ce qui est en gras et italique, ce sont les variables ou les mots qui participent aux 2 axes en même temps. Et vous pouvez constater tout de suite, très rapidement, que nos variables sur le complotisme et sur le type d'enseignant, PE, PLC, sont à la fois en gras et en italique.
ce sont des variables qui vont structurer nos réponses sur les deux axes en même temps. Prenons le premier axe, l'axe 1, donc, qui explique à lui tout seul 29,27% de la variance. On a donc d'un côté quoi? On a à gauche, vous voyez, ceux qui ont un complotisme faible, ceux qui sont peu complotistes. On a également de ce côté-là les profs de lycée et collège, et on a également les hommes. S'oppose à ce groupe, de l'autre côté, les PE, professeurs des écoles, les femmes et le complotisme élevé. Et donc vous voyez déjà que sur ce premier axe, on a des univers socio-représentationnels, que j'ai caractérisés par mes petites patates là, assez différents. Regardez à gauche, donc ceux qui ont un complotisme, les futurs profs qui ont un complotisme plutôt faible, qui sont également plutôt des profs de lycée et de collège, et plutôt des hommes, eh bien, eux, quand on leur dit élèves complotistes, eux, ils sont plutôt dans l'idée de l'éducation irrationnelle, illogique, du manque d'esprit critique, du rôle d'Internet, du fait d'être têtu ou ignorant. Alors qu'à l'opposé, du côté de celles et ceux qui auraient un complotisme élevé, qui correspondrait aussi à des profs des écoles et à des femmes, eh bien là on est du côté de la malveillance, de l'influenceur, des secrets ou des groupes. Ces deux variables, complotisme fort, faible et PE, PLC, structurent tellement notre corpus qu'on le retrouve également sur l'axe 2, mais cette fois-ci d'une autre manière. Regardez, les regroupements, ils sont différents, puisque cette fois-ci, le complotisme élevé est associé aux professeurs des lycées et collèges, c'est tout en haut, et le complotisme faible est associé aux professeurs des écoles, tout en bas. En fait, on a bien, différentes possibilités, hein, des PLC qui auraient un complotisme fort, des PLC qui auraient un complotisme faible, et puis des PE avec un complotisme fort et des PE avec un complotisme faible. Et donc, regardez, là, on oppose en tant qu'univers socio-représentationnel la réflexion d'un élève complotiste qui serait associé donc aux futurs profs qui ont eux-mêmes un complotisme élevé, et de l'autre côté, les mensonges ou la manipulation de l'élève. Alors, pourquoi je vous présente ça? Parce que ça me semble extrêmement important de prendre en considération la représentation que peuvent se faire alors ici les futurs enseignants, mais également les enseignants sur leurs élèves. Vous savez que depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale en France a considéré que la lutte contre les théories du complot était un cheval de bataille, était quelque chose d'extrêmement important. Ça s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans l'éducation aux médias et à l'information. Souvenez-vous de ce colloque organisé par la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, autour de la lutte contre les théories du complot. Et on a découvert à ce moment-là que beaucoup de professeurs, en lycée, en collège ou en école, dans leur classe, menaient des actions auprès de leurs élèves pour lutter contre les théories du complot. Alors le problème de ces actions, c'est qu'elles n'étaient pas concertées, et surtout le problème de beaucoup de ces actions, c'est qu'elles ne sont pas appuyées sur la science, et que les professeurs, avec tout le respect que je leur dois, ont peut-être parfois de très bonnes idées, malheureusement, qui peuvent être totalement contre-productives. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais lutter contre une théorie du complot en expliquant à une classe que la théorie du complot est fausse, non seulement ça ne sert à rien, mais à la rigueur, si ça ne servait à rien, ce ne serait pas très grave, mais ça peut surtout être totalement contre-productif avec ce qu'on appelle l'effet retour de flamme, backfire effect, c'est-à-dire que les élèves vont se retrouver renforcés dans leurs croyances parce que le prof a quand même passé beaucoup de temps à nous démontrer que cette théorie est fausse. Ça veut donc bien dire que la théorie doit être vraie. Et vous voyez qu'une lutte classique contre une théorie du complot va se trouver confrontée à des problèmes assez importants. Et donc ces différents dispositifs qui sont mis en place méritent d'être évalués. On est en courbe sur certains de ces dispositifs. Mais surtout, ce résultat-là de l'AFC montre qu'au-delà de la recherche du dispositif parfait, vous savez, le ministère, souvent, il a envie d'avoir la solution clé en main qu'on pourrait appliquer partout et qui pourrait donner des résultats extraordinaires.
Alors, outre cette chimère du dispositif parfait, il y a un second problème selon moi, eh bien, c'est que selon le degré de complotisme de l'enseignant, eh bien, sa vision des élèves va être différente et donc sa manière d'agir, sa manière de travailler avec eux va être différente. Et donc ça montre qu'il faut évidemment s'intéresser au complotisme des élèves, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le complotisme des enseignants. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train d'accuser... il n'y a pas d'enseignants dans la salle en PE, au PLC. Je ne suis pas en train d'accuser toute l'éducation nationale de verser dans un complotisme total. Il n'empêche que sa manière de concevoir les théories du complot, regard critique sur le monde, esprit critique, versus manipulation des informations, va avoir une influence directe sur la manière d'agir. Alors justement, cette manière de voir l'élève complotiste, c'est une manière aussi de voir le croyant, celui qui croit. Et celui qui croit, généralement, ce n'est pas nous. Celui qui croit, c'est l'autre. Alors, très rapidement, vous connaissez certainement ce texte de Jean Pouillon, ce texte admirable de Jean Pouillon sur quelques remarques sur le verbe croire. Je ne sais plus exactement le titre, mais ça ne doit pas être loin, où Jean Pouillon nous explique qu'en français, s'entend, le verbe croire a différents sens, différentes significations, et notamment selon que l'on dise je crois que, je crois en ou je crois à, ça ne signifie pas la même chose. Je crois que, c'est se représenter quelque chose d'une certaine façon. Je crois qu'il va pleuvoir. Alors ça, je ne sais pas si c'est une croyance à ce niveau-là, au mois de juin à Paris. Bon, c'est une possibilité. Je crois en, c'est avoir confiance. Je crois à, c'est affirmer son existence. Et ça nous donne des réflexions un petit peu intéressantes. Ça, c'est l'exemple que prend Jean Pouillon. On dit « je crois au diable, mais je crois en Dieu ». Alors on pourrait se dire c'est bizarre de dire que je crois au diable et je crois en Dieu. En fait, ça s'explique parce que dire je crois au diable, c'est je crois à l'existence du diable. Alors, vous allez me dire pourquoi on ne dit pas je crois à Dieu, je crois à l'existence de Dieu. Eh bien parce que si je crois en Dieu, je ne peux pas, le fait de croire à son existence, c'est déjà remettre en cause qu'il puisse ne pas exister. Donc je ne peux pas croire à Dieu, je dois croire en Dieu. Celui qui croit à Dieu, ce serait des gens qui ne croient pas. Ce qui amène Jean Pouillon à dire, en 79, c'est l'incroyant qui croit que le croyant croit en l'existence de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout en bas. C'est l'incroyant, ça c'est la phrase généralement que je reprendrai juste avant d'aller déjeuner. Ça permettra de bien lancer les débats sur le temps du midi. Alors moi je la paraphrase pour aller plus vite. Pour que ce soit plus clair, c'est peut-être exagéré, mais je la paraphrase, c'est en gras, c'est encore plus lisible, en disant que c'est le non-croyant qui croit que le croyant croit. Ouais, je vous laisse un peu... C'est le non-croyant qui croit que le croyant croit. Et je vais m'arrêter là. Oui. C'est le non-croyant qui croit que le croyant croit. C'est quelque chose d'important pour ma discipline, la psychologie sociale, où en fait la représentation de l'autre et l'identité sociale vont jouer un rôle extrêmement important dans la croyance. La plupart du temps, celui qui croit, il ne croit pas, il sait. C'est celui qui ne croit pas qui pense que l'autre croit. Et cela peut paraître un petit peu surprenant, mais ça va avoir des conséquences très concrètes en termes de mesures, en termes d'enquête, en termes d'expérience sur le terrain. Comment mesurer une croyance? Quand est-ce qu'on va avoir affaire à une croyance? On évoquait l'ère de la post-vérité, les croyances qui peuvent se valoir, les différents programmes, les différentes valeurs de vérité. À partir du moment où on parle de vérité au pluriel, ça pose déjà question quand même sur la notion de vérité même. Ça va me permettre de faire un retour en anthropologie, qui était évoqué déjà hier, avec ce grand anthropologue que j'aime beaucoup, Edward Evans Pritchard. C'est toujours plus simple d'aller prendre des exemples dans le passé où on voit beaucoup plus facilement les distinctions qu'à étudier ce qui se trouve proche de nous. Donc, je vous rappelle que Evans Pritchard a étudié différents peuples, différentes ethnies, les Nuer et notamment les Azendés. Et les Azendés, il s'est aperçu que chez les Azendés, donc Evans Pritchard que vous voyez en bas à gauche,
il s'est aperçu que chez ce peuple, il y avait deux grands types d'explications. Une explication qu'il appelle pragmatique et une explication mystique. Il s'est aperçu également que ce peuple-là expliquait la cause de tout malheur par la magie et la sorcellerie. Alors si on s'arrête là, comme un certain nombre d'anthropologues pouvaient le faire avant les fonctionnalistes, eh bien on pouvait considérer que ces peuples-là étaient des croyants, quand nous, en Europe, on avait, grâce à la science, dépassé ce niveau de croyance et qu'on en était à des connaissances scientifiques. Et pourtant, Evans Pritchard, qui va passer plusieurs mois avec les Azande, va s'apercevoir qu'ils peuvent être aussi pragmatiques que des Européens. Ils peuvent faire de manière aussi scientifique, on va le dire comme ça, que des Européens, et dans le même temps, être beaucoup plus croyants ou beaucoup plus religieux. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce possible chez une seule personne de passer de l'un à l'autre ? Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est que chez les Azande, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de conflit d'interprétation entre l'explication pragmatique et l'explication mystique. Autrement dit, il n'y a pas de contradiction entre le comment et le pourquoi. Comment quelqu'un est mort ? Les Azande, eh bien, le savent tout autant que nous. Cette personne est morte d'un arrêt cardiaque. Cette personne est morte parce qu'un taureau ou un buffle lui a foncé dessus. Cette personne est morte parce que, c'est l'exemple que prend Evans Pritchard dans son livre, des termites ont rongé la poutre de sa maison et le toit est tombé dessus et elle est morte écrasée. Comment ils en ont la même explication que nous ? Mais les Azande rajoutent un pourquoi. Et le pourquoi, c'est toujours lié à de la magie ou de la sorcellerie. Petite citation d'Evans Pritchard, qu'on ne voit pas beaucoup. Un Zende ne voit pas un sorcier foncer sur un homme, mais un éléphant. Il ne voit pas un sorcier faire tomber un grenier, mais des termites qui érodent les montants. Il ne voit pas une flamme psychique mettant le feu au chaume, mais une poignée d'herbes ordinaires que l'on a allumées. Comment les événements arrivent, il en a une perception aussi claire que la nôtre. Mais lui a une explication supplémentaire. Le pourquoi ça arrive. Telle personne est morte parce qu'elle a eu une crise cardiaque. En fait, ce n'est pas parce que, c'est comment elle est morte, à cause de sa crise cardiaque. Et là où nous, Européens, disait Evans Pritchard, nous nous arrêtons, eh bien les Azande, eux, peuvent poursuivre le niveau d'explication. Pourquoi il a eu une crise cardiaque ? Parce que quelqu'un lui a jeté un sort. Parce qu'un sorcier lui a jeté un sort pour telle ou telle raison, parce qu'il ne s'entendait pas dans le village, parce qu'il y a eu un problème. Et donc finalement, leur explication mystique apporte une explication supplémentaire. Il n'y a donc pas de contradiction entre les deux types d'explications, il y a au contraire une complémentarité. Mais voyez bien que si on se place d'un point de vue extérieur, on pourrait considérer tout simplement que ce sont des explications complètement fausses, irrationnelles, qui n'ont aucun sens. Pourtant, les Azande sont aussi rationnels ou scientifiques que les Européens de l'époque sur le comment ça s'est passé. Alors, ça m'amène à la réflexion de savoir si on croit vraiment, forcément, à nos croyances. Est-ce que quand on a une croyance, on y croit ? Je ne vais pas faire 2 heures sur la question, j'ai juste pris trois exemples. Je pourrais les multiplier et peut-être que dans la discussion après, je le ferai selon vos questions. Trois éléments qui me permettent de douter du fait qu'on croit vraiment à nos croyances. Le premier, alors j'aurais pu prendre plusieurs exemples, mais je vais prendre Paul Venn sur la même thématique, à propos des mythes et des Grecs. Donc avec son ouvrage « Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?» Paul Venn reprend l'exemple des Grecs, ce peuple si intelligent, si rationnel, si scientifique, blablabla, et en même temps qui diffusait, transmettait l'idée qu'il y avait différents dieux dans l'Olympe, qu'il y avait toutes ces histoires assez extraordinaires, toutes ces croyances. Et ce que Paul Venn explique, c'est qu'il faut considérer ici le mythe comme un discours,
non pas comme un élément de vérité, de véracité, et que la croyance dans les mythes, la croyance en un mythe, va se situer en dehors de l'alternative du vrai ou du faux. C'est-à-dire que nous avons tendance à vouloir aller la resituer dans cette alternative, mais que cette question ne se posait pas pour un grec. Un mythe était, par définition, un mythe. Il ne s'agissait pas de savoir s'il était vrai ou il était faux. On va se demander si c'est vrai ou si c'est faux quand il va s'agir d'une connaissance qu'on va pouvoir tester, qu'on va pouvoir réfuter et considérer qu'elle est fausse, donc on va l'abandonner, ou qu'elle est vraie, donc on peut la diffuser, on peut la poursuivre, on peut continuer à y adhérer. Dans le cas d'un mythe, c'est une histoire qu'on se raconte. Et comme toute histoire, eh bien, elle perdure, elle existe sans qu'on se pose la question de savoir si on y croit en tant que telle, autrement dit, si elle est vraie ou si elle est fausse. Si on se rapproche un petit peu de nous, Durkheim, qui reprend Spencer, alors souvent on cite Durkheim, Durkheim a fait un joli emprunt, pour le dire gentiment, à Spencer en 1878, mais je vais quand même citer Durkheim. Durkheim nous parle du doudou des enfants, des jeux que font les enfants. Si vous avez déjà observé des enfants qui sont en train de jouer, qui sont en train de se raconter des histoires, et Durkheim nous dit que c'est une raison analogue qui explique sa tendance à traiter ses jouets comme s'ils étaient des êtres vivants, il nous parle de l'enfant. Pour pouvoir jouer consciencieusement avec son polichinelle, il imagine donc y voir une personne vivante. L'illusion lui est d'ailleurs d'autant plus facile que chez lui, l'imagination est souveraine maîtresse. Bon, on est en 1912, passons sur les considérations de l'enfant. Je vais mettre ça de côté. Il ne pense guère que par image, bon, vraiment. Il ne sait combien les images sont choses souples qui se plient docilement à toutes les exigences du désir. Mais là, c'est là que ça m'intéresse. Mais il est si peu dupe de sa propre fiction qu'il serait le premier étonné si tout à coup, elle devenait une réalité et si son pantin le mordait. L'enfant qui va jouer, l'enfant qui va faire comme si, sait très bien que c'est faux. Il n'empêche que pendant qu'il joue, pendant qu'il est en train de faire comme si, tout se déroule pour lui comme si c'était vrai. Il va vous faire boire du fameux thé, etc. Et vous allez faire « c'est très bon, oh, c'est un peu chaud, etc. » D'ailleurs, vous-même, vous entretenez, vous-même, vous rentrez ici dans la croyance. Vous pourriez très bien dire « mais il n'y a pas de thé, t'es gentil, mais non, c'est rien ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais manger à ta poupée? Une poupée, ça ne peut pas manger. » Vous voyez bien que ça ne va pas très bien se passer avec l'enfant. « Mais si, vas-y, goûte. Attends, je te remets du sucre. Vas-y, à toi. » Donc là, vous dites « c'est pas assez sucré. » Vous-même entretenez, mais vous savez très bien, et l'enfant sait très bien, que c'est faux. Si l'enfant est en train de punir sa poupée, tu n'es pas sage, attention, tu dois dormir, c'est pas bien, arrête de faire de la comédie. Là, vous apercevez d'ailleurs qu'il est en train de réexpliquer plein de choses que vous lui avez dit directement. Vous imaginez bien que si la poupée commence à se lever et à envoyer balader l'enfant en lui disant « bon, ça va, tu me fatigues », le premier étonné, ce sera bien l'enfant, qui sait que ce qu'il est en train de faire est totalement faux. Et puis pour terminer sur cet élément-là, je voudrais citer une étude de Gérald de Bronner sur la croyance dans le Père Noël. Parce que la croyance dans le Père Noël, c'est une croyance un peu particulière. Il en a fait un article que vous connaissez peut-être, que vous retrouverez facilement, qui est publié en plus en français, je ne sais plus quelle revue de sociologie, mais qui se trouve facilement. La croyance dans le Père Noël, c'est une croyance assez particulière, puisqu'elle va être adoptée par à peu près toute une population à un moment donné, à un âge donné, puis être abandonnée par toute cette même population à partir d'un âge donné. C'est-à-dire que tout le monde, là, dans la salle, sait que le Père... En fait, je ne sais pas, je vais peut-être un peu vite, mais... ouais, spoiler. Je ne veux pas divulgacher, comme disent nos collègues québécois, que le Père Noël n'existe pas. Très bien, la question, c'est que, à un certain âge, toute une population est intimement persuadée que le Père Noël existe. Alors la question, c'est de savoir à quel point on en est persuadé, à quel point on croit à ça. Alors il y a évidemment des éléments qui vont donner des raisons à cette adhésion à la croyance. J'y crois parce que je suis dans une vision utilitariste. J'y crois d'autant plus que le 25 au matin, j'ai des cadeaux. Et si j'arrête d'y croire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'aurai plus les cadeaux? Donc j'ai ici une raison totalement utilitariste de continuer à y croire. Cette vision utilitariste peut diminuer d'ailleurs en me disant je ne suis pas sûr d'y croire, mais en même temps c'est pas bien grave, je peux continuer à y croire, parce que le risque si j'y crois plus, c'est que vraiment j'ai plus de cadeaux. Vous savez, c'est un peu comme la superstition.
les gens qui ne sont pas vraiment superstitieux, mais on ne sait jamais. Vous avez une échelle face à vous sur le trottoir, vous faites quoi? Vous passez dessous ou vous l'évitez? Mais en fait, globalement, quoi que vous fassiez, vous connaissez la superstition. Vous êtes peut-être les plus rationnels du monde dans cette salle, mais quoi que vous fassiez, si vous êtes confronté à une échelle devant vous sur le trottoir, votre comportement va être réfléchi. Soit vous allez l'éviter en disant « Ah, je ne l'avais pas vu ». Bon, ça c'est de la mauvaise foi. Soit vous allez l'éviter en vous disant « Bon, bah, en même temps, j'y crois pas, mais ça risque rien de passer à côté ». Soit vous allez passer dessous en étant persuadé qu'il ne vous arrivera rien. Vous êtes invincible. Et vous savez que si ensuite il vous arrive la moindre petite chose, immédiatement dans votre cerveau, vous allez penser tout de suite à l'échelle. Si 1 heure, 2 heures, 3 heures après, vous tordez la cheville, vous faites tomber votre sac, vous cassez un truc, vous allez penser à l'échelle. Même si vous allez vite rejeter ça de votre esprit, mais vous allez penser à l'échelle. Il y a un exercice que je faisais avec mes étudiants que j'aimais beaucoup, mais j'ai arrêté, ça les traumatisait. C'est que je ramenais en TD des petits miroirs. Vous voyez, un petit miroir comme ça, puis un petit marteau. Et je les mettais en groupe de 5. Je mettais le miroir au milieu, puis un petit marteau. Je leur disais, ben voilà, ce que je veux, c'est que vous cassiez ce miroir. Ce que je veux, c'est que vous mettiez d'accord sur qui va casser le miroir dans le groupe. Puis je les laissais une demi-heure comme ça. Et là, oui, il n'y a pas de problème. Bah vas-y, toi. Non, mais toi, je t'en prie. Et en fait, il y avait une vraie discussion, parce qu'il n'y avait aucun problème, mais quand même. Alors, il y en avait toujours un qui voulait faire son malin, qui prenait le miroir, qui cassait un coup, qui faisait « Bon, c'est bon, monsieur, question suivante ». Mais quand il avait une mauvaise note à l'examen, parfois, il revenait en me disant « Le miroir ». C'était pas lié au miroir. Donc on voit comment on peut se donner des raisons à cette croyance. Alors, pour terminer, sur ce lien entre adhésion et transmission, alors attendez, pour terminer, voilà, vous verrez. Je vous disais tout à l'heure que je travaille sur les théories du complot, sur les rumeurs aussi, et on sait sur les rumeurs, donc les travaux sur les rumeurs sont quand même beaucoup plus anciens que les travaux sur les théories du complot, et on sait du côté des rumeurs que pour qu'une rumeur soit crue, il est nécessaire qu'elle soit la plus plausible possible, il est nécessaire aussi qu'elle soit la plus compatible avec les informations qu'on a déjà préexistantes, avec nos préjugés, avec nos valeurs, avec nos autres croyances. Il faut aussi qu'elle soit la plus proche de nous, qu'on s'identifie fortement, qu'elle nous touche. Mais finalement, la question de la croyance concernant la diffusion des rumeurs, elle apparaît, si ce n'est secondaire, en tout cas pas forcément centrale. Une rumeur peut très bien se transmettre pour d'autres raisons que d'y adhérer. Une rumeur peut se transmettre parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle transmet une information, parce qu'elle permet de convaincre l'auditeur de se rallier aux idées de l'émetteur, on l'évoquait précédemment ce matin, parce qu'elle permet d'apaiser certaines tensions, parce qu'elle permet de créer du lien social. Vous n'avez rien à dire à la pause, on n'aura rien à se dire tout à l'heure autour du buffet. Il suffit de balancer une rumeur et là, tout de suite, on peut se mettre à discuter. On voit bien que la rumeur qu'on va évoquer, on n'y attache pas forcément une grande importance, voire on n'y croit pas, mais ça nous permet d'entretenir ce fameux lien social. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim, en 1912, nous explique que les croyances religieuses sont liées à des états d'opinion qui s'appuient sur des représentations du monde, des représentations du sacré, des représentations du profane, et que ces représentations du sacré et du profane entraînent ces fameux états d'opinion qui vont expliquer la croyance. Alors si on voulait simplifier un petit peu tout ça, quand on fait un schéma, ça simplifie rarement, mais bon, tentons quand même. Si on voulait simplifier un petit peu tout ça, on pourrait dire que la croyance, et c'est là où je voulais en venir, et c'est là que ça pose des difficultés, en tout cas en psychologie sociale, d'étudier les infox, les fausses croyances, voire les croyances vraies, on pourra en discuter. La croyance pourrait être définie sous 3 manières différentes, enfin sous trois angles, 3 thématiques. On a ce qui va relever de la doxa, ce qui va relever de la foi, ce qui va relever du rituel. Voilà qu'on considère, dans la ligne droite de Durkheim, des croyances plutôt religieuses. Alors essayons d'élargir un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on entend par doxa, qu'est-ce qu'on entend par foi et par rituel? Par doxa, on entend les fameux états d'opinion qu'évoquait Durkheim tout à l'heure, c'est-à-dire les éléments de connaissance.
pas de connaissance scientifique, mais de connaissance liée à la croyance, au contenu de la croyance. La foi, c'est tout ce qui va relever des formes d'adhésion, et enfin le rituel, c'est tout ce qui va relever des règles d'action et de communication. Donc si j'essaye de le redire d'une autre manière, la doxa, donc les états d'opinion, c'est la connaissance du contenu d'une croyance. Les formes d'adhésion, c'est ce que j'appellerais tout simplement l'adhésion, à quel point j'y adhère, à quel point on dirait en français j'y crois. Et vous voyez bien que dire j'y crois, c'est compliqué, ça veut dire quoi j'y crois? Ça veut dire que je le connais, ça veut dire que j'adhère à cette croyance. Et tout ce qui relève donc des règles d'action et de communication, ici, ça renvoie donc à la transmission. Et donc si on prend ces trois éléments, on voit qu'il y a des éléments qui sont forcément liés. Si j'adhère à une croyance, c'est forcément que je la connais. Je ne peux pas adhérer à quelque chose que je ne connais pas, donc je connais forcément le contenu. De même, c'est les flèches, oui j'avais des petites animations, hein, vous imaginez. De même, si je transmets une croyance, une théorie du complot, une rumeur, une fake news, une infox, ce que vous voulez, si je la transmets, c'est bien que je la connais, c'est bien que je prends connaissance du contenu. On l'a vu tout à l'heure avec les retweets. Un retweet, ce serait ici typiquement la transmission. Ce retweet, il ne peut exister que si le tweet existe, c'est-à-dire que si la connaissance est là préexistante. La question qui se pose, c'est, mes petits pointillés, est-il nécessaire d'adhérer pour transmettre? Est-il nécessaire de transmettre pour adhérer? Est-il nécessaire de transmettre quand on connaît? Est-il nécessaire d'adhérer si je connais? Je peux très bien connaître et ne pas adhérer. Je vous disais, je travaille déjà depuis un certain temps sur les théories du complot, j'en connais. J'en connais beaucoup. Et dans la salle, je pense que vous connaissez énormément d'infox, de rumeurs et de théories du complot. Est-ce que ça veut dire, pour autant, que nous sommes ici, à Paris, dans le lieu qui compte le plus de complotistes? Non, ce n'est pas parce qu'on connaît que forcément on y adhère. Et donc, pour terminer, je dépasse un petit peu, je suis un peu long, excusez-moi. Pour terminer, ça a des conséquences parce que tout ce qui relève du côté de la connaissance, là, on est effectivement sur une question, sur une réflexion d'éducation à l'esprit critique. Comment essayer de prendre en compte les sources d'une information qui me sont transmises, d'essayer de débusquer la fausse information, etc. Et puis tout ce qui relève de l'adhésion ou de la transmission, c'est là où nos travaux en psychologie sociale vont se concentrer, s'intéressent beaucoup plus à des questions d'identité sociale, d'identité de groupe. On l'a vu assez bien dans la première présentation ce matin, avec les communautés, avec les chambres d'écho, les bulles de filtre, avec le fait qu'on va s'entourer de personnes qui pensent comme nous et qu'une fausse information va finalement avoir un impact beaucoup plus limité en quelque sorte, mais être beaucoup plus prise sur des personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent. On a tendance à s'associer, à s'agréger à des personnes qui sont similaires à nous et à ne pas rechercher la différence. Donc tout ce qui relève de l'adhésion ou de la transmission va relever beaucoup plus de questions d'identité sociale. Et cette distinction entre adhésion, transmission et connaissance me semble importante parce que quand on entend souvent que les théories du complot, je parle de quelque chose que je connais bien, aujourd'hui explosent, il y en a de plus en plus, tout le monde adhère aux théories du complot, je ne suis pas certain que tous les adolescents qui nous citent des théories du complot y adhèrent réellement. Attention, je ne minimise pas l'impact, le poids, le rôle des théories complotistes, par exemple sur les vaccins ou sur le climato-scepticisme, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite et ne pas forcément lier la connaissance avec l'adhésion ou la transmission. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai juste un tout petit détail. Vous parliez au début dans votre étude sur les professeurs de l'adhésion à des complots de gauche ou de droite. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les complots et en quoi ça joue sur l'adhésion des profs, justement? Alors,
Merci pour votre question. Effectivement, on sait que dans les théories du complot, on a des théories du complot qu'on va appeler des théories du complot de type système et des théories du complot de type minorité. Alors, les théories du complot de type système ou de type élite sont plutôt des théories du complot dites de gauche. Je vais donner un exemple. Les théories du complot de type minorité sont plutôt des théories du complot dites de droite. Donc, historiquement, les premières théories du complot qui émergent sont plutôt des théories du complot de type minorité, c'est-à-dire on va fustiger le rôle des francs-maçons, des juifs, d'une minorité bien particulière. Souvent, c'est lié à l'étranger, à l'altérité, à la différence. Et elles sont historiquement liées donc plutôt à la droite ou à l'extrême droite. Mais dans le même temps, on a d'autres types de théories du complot qui sont celles qui vont être liées au lobby pharmaceutique, au complexe militaro-industriel, à la finance, aux grands groupes industriels ou aux groupes de Bilderberg ou des choses comme ça. Et donc on avait pris une liste, au départ on était parti de plus de 20 théories du complot, en essayant de trouver des théories du complot un peu neutres, par exemple l'homme qui a marché sur la Lune, en l'occurrence c'est ni de droite ni de gauche. Par contre, le lobby pharmaceutique, c'est beaucoup plus de gauche que de droite. Le complot sioniste, etc., c'est beaucoup plus de droite que de gauche, des choses comme ça. Donc on avait prétesté ces différents types de complots pour pouvoir interroger. On a 3 complots de droite, 3 complots de gauche, entre guillemets, 3 complots neutres. Et pour l'instant, ce qu'on s'aperçoit, mais on n'a pas tous les résultats encore, on s'aperçoit qu'en fait les neutres ne sont pas si neutres que ça. Les neutres qui nous paraissaient neutres, qui avaient été prétestés comme neutres, sont en fait plutôt de gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais là j'en ai aucune explication, mais ils sont plutôt vus en tout cas comme de gauche. Peut-être parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils sont plus liés à une forme d'esprit critique, enfin de supposé esprit critique, puisque dans ces éléments-là, il y avait des choses sur notamment le rôle des gouvernements dans des guerres ou des éléments du même ordre. Pour les théories du complot, juste pour terminer sur un point, pendant très longtemps, on a pensé que le complotisme était essentiellement d'extrême droite. On s'aperçoit qu'il y a aussi un complotisme d'extrême gauche, qui est différent dans le contenu, mais moi je ne suis pas historien, ou je ne suis pas politiste, etc. Donc moi je m'intéresse moins au contenu qu'au processus cognitif de pensée. Et moi ce que je remarque avec d'autres collègues, c'est que les processus de pensée en termes de complot d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est le même processus. Oui, merci pour votre intervention. Je voulais demander quelque chose sur la conclusion, sur l'esprit, l'éducation au esprit critique, parce que j'ai été frappé par cette conclusion, parce que la logique du discours semblait être différente, parce que qu'est-ce que c'est l'éducation au esprit critique quand nous savons qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous transmettons quelque chose. Aussi quand nous ne croyons pas exactement, et donc quel est l'esprit critique? Parce que la logique semble être que nous savons ce que nous sommes en train de faire beaucoup plus que nous disons dans nos discours sur les Infox. Oui, merci. Alors, effectivement, ça me permet de préciser peut-être un petit peu les choses. Je pense effectivement qu'on a beaucoup plus à faire et à s'interroger sur l'identité de groupe, l'appartenance à des groupes et l'influence sur cette appartenance sur nos croyances. Donc ça, c'est aussi mon côté beaucoup plus psychosocial qui fait que c'est plutôt ça sur lequel il faut se pencher. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut délaisser le terrain de l'éducation aux médias et à l'esprit critique, et que ça me semble être une espèce de base en fait, de partage et de connaissance. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Moi, mes travaux, ils portent moins sur cet élément-là que sur le second élément. Mais il faut pas, je les ai mis ensemble pour montrer que les deux me semblent nécessaires. Mais considérer que le premier serait
considérer que simplement une espèce d'éducation à l'esprit critique, considérer que plus de connaissances, plus d'éducation permettront de faire disparaître tout infox, toute fake news, etc., si c'est depuis le XVIIIe siècle, il ne devrait plus y en avoir. Depuis le XVIIe ou le XVIIIe, on a quand même fait pas mal de progrès en termes d'éducation, de savoir, de science. On ne devrait plus avoir ces éléments-là. Ils perdurent. Et non seulement ils perdurent, mais ils s'extrémisent, ils se polarisent. On l'a vu à plusieurs reprises. Ça veut bien dire que s'il faut continuer l'éducation à l'esprit critique, il faut également se pencher sur le rôle de la similitude, de la similarité. Oui, une petite question justement sur l'esprit critique. Y a pas mal de travaux qui tendraient à penser à montrer que l'esprit critique peut jouer un rôle pour renforcer des croyances dans le type théorie du complot. Donc ma question, ça serait, est-ce qu'on pourrait différencier pratiquement deux types d'esprit critique, un qui serait un peu plus sain que l'autre par exemple, ou est-ce que les deux étant indissociables, il n'y aurait pas vraiment de solution de ce côté-là, quoi. Alors en fait, il y a un seul esprit critique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas un bon, un mauvais, il n'y a pas un plus ou moins fort esprit critique. Il n'y a pas mon esprit critique et puis le vôtre. Sous-entendu, le mien serait bon, forcément, le vôtre serait moins bon, chacun pouvant dire la même chose. Celles et ceux qui vont se prévaloir d'esprit critique, sous couvert de diffusion d'infox, de théories du complot, n'exercent pas d'esprit critique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne remettent pas en cause leurs présupposés, leurs postulats de base. On entend souvent dire de la part de nombreux complotistes « Ah mais moi je ne suis pas un mouton, moi je ne suis pas comme vous, hein. Moi je ne suis pas en train de croire que le micro qui se coupe, que le vidéoprojecteur qui ne marche pas, que la clim à moins 12 ici, que la pluie au mois de juin à Paris. Je ne suis pas en train de dire que c'est du hasard, hein. Moi je ne suis pas un mouton comme vous là. Moi je sais très bien pourquoi. Je sais très bien ce qu'on empêche. Je sais très bien qu'on veut nous empêcher, qu'on veut empêcher aux organisateurs de mener ce colloque jusqu'au bout. En fait, ce n'est pas de l'esprit critique, ça. Parce que du vrai esprit critique serait, pourquoi pas, de proposer cette solution, mais de la tester, de la tester, de la réfuter. Or, un complotiste ne réfutera jamais son postulat du départ qu'un petit groupe, qu'un complot existe. Donc finalement, les complotistes, hein, mais il n'y a pas que, vont utiliser la notion d'esprit critique, mais de manière totalement dévoyée. Puisque vous décorrélez l'adhésion avec la transmission, qu'est-ce que vous faites de ceux qui la transmettent sans y adhérer et qui, pour être critiques, y compris de ce qu'est depuis plusieurs décennies la communication politique, transmettent, sans forcément y croire, si on a suivi le début de votre exposé, pour simplement, on va peut-être pas parler d'esprit, mais se poser dans une posture critique. Je ne sais pas. Vous voulez dire juste des personnes qui... Si la question de l'esprit critique ou de la posture critique est celle d'entendre différents points de vue, y compris contraires au sien, transmettre, quel que soit le réseau, une idée contraire à la sienne, ne pas forcément y adhérer, est-ce que ça participe d'une démarche d'esprit critique ou pas ? Et à nouveau, ça fait circuler parfois une théorie complotiste sans même y croire. Comment est-ce que vous le positionnez, celui-là ? Oui, justement, c'est exactement. C'est de la même manière ce que je disais tout à l'heure sur le bon ou le mauvais esprit critique. C'est-à-dire que celui qui va faire ça ou celle qui va faire ça va expliquer qu'il n'est pas là pour juger ou qu'il n'a pas forcément les connaissances, qu'il est là pour mettre à disposition différentes versions, différentes interprétations. Et qu'après tout, chacun est libre de se positionner et chacun est libre de se faire son propre point de vue. Mais ce n'est pas être neutre que de faire ça. Et c'est encore moins avoir un esprit critique que de faire ça. Puisque si, par exemple, je vous dire, écoutez, je vais transmettre une information, j'y crois pas, ou je ne me pose même pas la question, mais je vais transmettre une information sur l'aluminium dans les vaccins. On voit bien que ce n'est en rien neutre.
On voit bien que c'est porté quand même par une manière de me méfier vis-à-vis des autorités de santé, vis-à-vis du monde médical. Donc je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain qu'une transmission sans aucune adhésion, ou en tout cas sans aucun arrière-plan de croyance, puisse exister. Je pense qu'il y a des implications en fait, qui sont derrière. Si je transmets, je peux transmettre soit pour me faire bien voir de mes amis, soit pour m'amuser, soit pour raconter n'importe quoi, pour me faire... c'est ce qu'un collègue appelle le besoin d'unicité. Le besoin d'unicité, le besoin de se sentir unique, de montrer qu'on est différent des autres. Donc je diffuse. Je n'ai pas pas besoin d'y croire, hein, mais comme ça je montre que moi je ne suis pas comme vous. Donc ça peut être une partie des gens, mais on peut aussi avoir une partie d'individus qui, sous couvert de croyances particulières, je disais sur les anti-vaccins par exemple, vont diffuser des informations, mais on voit bien qu'il y a une adhésion d'une certaine manière, même s'ils s'en cachent.